Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur votre chaîne préférée. Une année s'est écoulée et une autre vient de s'ouvrir. Pour PDCI TV, qui est toujours fidèle et proche de vous, il est hors de question de démarrer cette nouvelle année sans vous présenter nos vœux les meilleurs. Pour 2021, nous vous souhaitons la santé et la paix chez vous et autour de vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, PDCI TV reprend ses émissions de débat. Pour ce nouveau départ du tout premier numéro de notre émission L'invité spécial, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. PDCI TV reçoit le secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande du PDCI RDA. Je veux nommer le ministre Jean-Louis Billon. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, au cours de cette émission, nous allons aborder 3 grands thèmes, notamment le dialogue politique, la paix qui reste une denrée rare en Côte d'Ivoire et la démocratie que nous peinons véritablement à instaurer. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous pour décrypter ces différents thèmes. Je ne serai pas seul. Nous avons avec nous 2 éminents journalistes des services politiques des quotidiens Le Nouveau Réveil avec Jérôme Ndri et Bertin Nguessan, le dernier Heure Monde. Bonjour. Monsieur le ministre, avant d'aborder nos thèmes du jour, permettez-moi de revenir sur l'année 2020, qui reste une année où la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles avec le coronavirus, avec le décès des personnalités et surtout des élections calamiteuses. Monsieur le ministre, personnellement, comment avez-vous vécu 2020? Alors, 2020 a été pour les Ivoiriens en général et le monde entier une année extrêmement décevante, difficile en raison d'abord de la pandémie, qui perdure d'ailleurs et qui a fortement rendu la vie économique et sociale difficile. Pour les Ivoiriens, c'était le grand rendez-vous démocratique. Nous espérions vraiment entrer dans une ère de démocratie nouvelle et malheureusement, nous avons eu un gros raté. Donc, à double titre, l'année 2020 est une année véritablement à oublier pour les Ivoiriens, même si c'est difficile pour nous, vu ce que nous avons vécu, de l'oublier. Mais il faut qu'on en tire les leçons pour que 2021 et les années à venir soient de belles années. Merci, monsieur le ministre. Chers confrères, vous avez la parole. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Une bonne heureuse année à vous. Merci, merci. Monsieur le ministre, l'actualité politique aujourd'hui est alimentée par le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. On sait que ce dialogue s'est achevé le 29 décembre dernier. Vous, quelle opinion vous avez de ce dialogue-là qui s'est ouvert à la fin de l'année 2020? Bon, d'abord un regret, c'est qu'il intervient tardivement. Le dialogue doit être dans la culture ivoirienne un élément permanent. C'était la principale leçon du président Félix Houphouët-Boigny qui parlait de dialogue et de paix en permanence. On peut régler tous les problèmes par le dialogue. Il aurait fallu commencer par le dialogue avant de terminer par le dialogue. Ce dialogue qui a commencé, il faut quand même le saluer. Bon, mieux vaut tard que jamais. Et il faut qu'il soit sincère. Et là, malheureusement, nous avons encore des doutes, vu les propos préliminaires et le résultat de ce qui nous a été demandé de signer comme document, d'où la position de l'opposition qui retarde la signature parce que l'opposition n'est pas satisfaite. Alors, je rebondis sur la question tout de suite. Effectivement, l'opposition a différé la signature du rapport final. Comment vous analysez cette attitude? Bon, c'est normal. Il y a eu des demandes de fait. Il n'y a pas eu de réponse à ces demandes-là. Donc, il faut continuer le dialogue et avoir un autre document à signer. Monsieur Midi, moi j'ai envie d'intervenir là pour demander, c'est vrai qu'il y a eu le dialogue, mais est-ce que tous les partis de l'opposition étaient représentés à ce dialogue-là? Les principaux partis, oui. Les principaux partis, oui. Et puis, je peux dire que la majorité de l'opposition y était. Monsieur, l'un des éléments clés de ce dialogue-là, c'était l'organisation des législatives prochaines. Pendant que les différents partis sont sur la table du dialogue, le gouvernement a fixé la date des législatives le 6 mars prochain.
Est-ce que cette attitude vous rassure, vous, en tant qu'opposition? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans un dialogue, on aurait pu, à la limite, décider de la date ensemble. Ça, ce sont des éléments de confiance dans le dialogue. C'est vrai qu'il y a un gouvernement en place, mais nous sommes une nation. L'ensemble des Ivoiriens est concerné par les élections locales. Donc il faut donner satisfaction à la majorité des Ivoiriens. Et il vaut mieux avoir des élections crédibles, acceptées de tous, que des élections calamiteuses. Si le dialogue n'est pas teinté de sincérité et d'équilibre à chaque fois, que c'est faussé, vous avez toujours des ingrédients d'instabilité. Donc j'aurais préféré que l'on s'accorde en commun sur une date, et là vous avez un processus de dialogue qui rentre dans la confiance. Bon, ils décident autre chose, nous avons décidé d'aller aux élections malgré tout, et nous comptons fermement les gagner. Sur la question du dialogue, vous insistez beaucoup sur la sincérité. On a vu aussi le dialogue avec l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On sait que, en ce qui concerne les thèmes de référence, ce n'est pas arrivé à temps, ou ce n'est même pas arrivé du tout. Est-ce que cela explique un peu le fait que l'opposition a différé sa signature? Bon, vous savez, c'est un peu dans le même chemin. Comme dit le dicton, chat échaudé craint l'eau froide. Oui, bien sûr. Donc nous sommes méfiants. Il faut des actes concrets pour que nous retrouvions la confiance. Il appartient au gouvernement, au Premier ministre de donner ces actes concrets-là. Et comme je disais, s'entendre sur une date d'élection aurait déjà été un bon début. Répondre à la libération de prisonniers aurait été un bon début. Entamer la réforme de la commission électorale indépendante aurait été également un bon début. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent avoir de grands effets. Mais monsieur, permettez-moi d'insister un peu. Vous avez dit tout tantôt que même si ce n'est pas fait, vous irez quand même aux élections, alors qu'on sait que dans le rapport final de ce dialogue-là, il est mentionné que la réforme de la CEI avant les législatives, la réélection des CEI locales, tous ces éléments-là ne sont pas acquis et vous y allez aux élections comme ça. On ne va pas aux élections comme ça. On s'organise pour aller aux élections et les gagner. Parce que nous sommes persuadés que nous avons la majorité sur le terrain. Et nous allons le démontrer en remportant ces élections. L'opposition part en rang serré. C'est-à-dire que dans chaque circonscription, vous aurez un candidat de l'opposition. Peu importe son parti politique, à partir du moment où il est de l'opposition, nous allons le soutenir. Nous allons présenter un candidat. Celui qui est le mieux à même de remporter l'élection dans telle ou telle circonscription sera choisi. Et l'ensemble de l'opposition fera bloc. En aucune façon il est possible pour le pouvoir en place de remporter. Voyez-vous, il faut différencier le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Là, nous parlons du législatif. C'est la représentation populaire qui est en jeu. Et il est hors de question que nous soyons absents pour laisser le pouvoir en place tout prendre, se payer les subventions pour les partis et tout, alors que cela nous appartient véritablement. Mais monsieur le ministre, vous ne craignez pas pour le délai imparti? Parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 7, la date limite, c'est dans moins de 2 semaines, le dépôt, c'est le 20. Bien sûr qu'il y a dans le jeu du pouvoir une envie, parce qu'ils avaient préparé leur coup depuis longtemps. Il faut bien s'imaginer que depuis longtemps, ils avaient préparé leur coup pour enclencher ces élections-là. Ils sont certainement déjà prêts. Mais nous sommes des partis politiques organisés. Si nous faisons la politique, c'est pour participer au jeu électoral. Donc à tout moment, nous sommes prêts pour des élections. Est-ce que vous réclamez un report pour réajuster un peu votre stratégie? Parce que le report, ce n'est pas pour réajuster notre stratégie. Le report, c'est pour apporter des réponses aux préoccupations que nous avons, qui sont la CEI et tout ça, oui. Mais à la fin de tout ça, quelle va être la représentativité au Parlement? Est-ce que ça sera un groupe parlementaire de l'opposition ou ça va être émietté comme parlementaire? Le moment venu, on verra. De toutes les façons, à partir du moment où vous avez un pouvoir qui est minoritaire, il est minoritaire. Quel que soit le nombre de groupes parlementaires, il sera minoritaire. Nous allons aborder le deuxième thème qui est la paix. Monsieur le ministre, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la quête de la paix avec ce que nous avons connu durant l'année 2020. Est-ce que vous pensez que cette quête de la paix est possible aujourd'hui, quand on sait les fractures sociales qui existent aujourd'hui?
la paix est toujours possible. Et les êtres humains n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre en paix. Vous voyez, si vous avez suivi les nouvelles entre hier et aujourd'hui, ce qui s'est passé aux États-Unis est sans précédent. C'est dire comment les démocraties sont fragiles et comment les propos des leaders peuvent attiser la haine, la violence et fragiliser la paix. En Côte d'Ivoire, nous recherchons cette paix pratiquement depuis le coup d'État de décembre 1999. On n'a jamais retrouvé de stabilité réelle, continue. On pensait l'avoir trouvé au moment où le PDCI avait consolidé le RHDP, il faut le dire, et nous avons connu une période assez longue de stabilité. Mais à partir du moment où le PDCI, et je l'avais dit, il y a longtemps, sans le PDCI, le RHDP est affaibli, et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une instabilité. Les élections qui sont passées ont été violentes, avec des morts, des blessés. Ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions et ce que nous souhaitions. Mais nous devons construire la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a connu ces périodes de croissance et de développement les plus importantes pendant les années 60 à fin des années 80, en raison de la stabilité et de la paix qui régnait dans ce pays par rapport à l'ensemble des pays de la sous-région. Et si nous retrouvons cette paix, cette cohésion, la petite croissance que la Côte d'Ivoire connaît sur le plan économique, elle sera décuplée, parce que l'ensemble des Ivoiriens va se sentir concerné par le processus de développement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Trop d'Ivoiriens se sentent exclus. Donc, pour amener la paix, nous avons le dialogue, qui est l'arme d'effort pour consolider la paix, et tout le processus démocratique, la justice, l'équité sociale, en général, eh bien, favorise la paix et permet à un pays d'amplifier sa croissance et, en conséquence, son processus de développement. Cette paix, nous devons à tout prix la retrouver. Et le PDCI, qui est un parti de paix et de dialogue, parce qu'il a été construit comme ça, ça fait partie de notre culture. Donc, nous entrons dans le processus de dialogue parce que nous pensons en premier lieu aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que ce n'est pas une faiblesse, c'est dire faisons les choses autrement pour ramener la paix et la sérénité pour les Ivoiriens. Je pense qu'au terme du processus de dialogue, nous allons finir par nous entendre tous et construire la démocratie que nous voulons pour les Ivoiriens pour le futur. C'est ce que nous n'avons pas encore connu. Il faut en prendre conscience en Côte d'Ivoire. Tous les pays pratiquement de la sous-région, à l'exception de la Guinée peut-être, ont connu à un moment donné un processus démocratique qui a conduit à une alternance paisible. Le Libéria l'a connu entre George Weah et Sir Leif Johnson. Le Ghana, devant nous depuis une trentaine d'années maintenant, le connaît. Des pays instables comme le Mali aujourd'hui ont connu par le passé l'alternance démocratique. Le Burkina vient de le connaître. Le Niger le connaît. Le Sénégal, tous les pays. Nous sommes le seul pays de la sous-région qui n'a pas connu d'alternance démocratique paisible où on voit un ancien président passer le flambeau à un nouveau président élu. Il est temps que notre génération d'Ivoiriens connaisse cela. C'est tout ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on aura fait ce déclic-là, tout nous sera permis. Parce que nous sommes forts culturellement, nous sommes forts économiquement, nous sommes forts socialement, mais tant que nous n'allons pas avoir une vraie démocratie, nous resterons faibles. Monsieur le ministre, vous le disiez tantôt, les propos des hommes politiques, des leaders politiques peuvent attiser la haine. Ne pensez-vous pas, vous en tant qu'acteur politique, que la solution à la paix se trouve en grande partie entre les mains des hommes politiques? Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas négliger la voix du peuple non plus. Le peuple peut mettre une pression importante sur les hommes politiques. Les hommes politiques ne doivent pas se permettre de tout faire et de tout dire.
Ils doivent penser d'abord au peuple. Vous savez, le président Houphouët disait l'homme politique, le président de la République, ce sont des personnes qui ne sont jamais seules. Ils doivent avoir avec eux leur conscience, le peuple ou Dieu. Vous avez des comptes à rendre. Dans leur fort intérieur, l'homme politique sait s'il est en train de faire quelque chose de bien ou de mal. S'il ne le sait pas, le peuple lui rappelle. Et s'il se fiche du peuple, il y a toujours Dieu à qui il doit rendre des comptes. Donc, oui, il appartient aux hommes politiques de faire attention à leurs propos. Parce qu'ils doivent rendre compte au peuple et ils doivent garantir au peuple la paix, le développement et le bien-être. Si vous ne défendez pas l'intérêt général, vous n'avez aucune légitimité. Toute la légitimité d'un acteur politique, c'est de constamment se préoccuper et de défendre l'intérêt général. Mais même élu, à partir du moment où vous arrêtez de penser à l'intérêt général, vous perdez votre légitimité. Cette paix dont vous parlez, qui a été instaurée par le président Patrice Talon depuis près de 40 ans, aujourd'hui semble ne pas être dans le comportement des Ivoiriens, avec les hommes politiques qui attirent toujours le feu, qui manipulent. Vous, en tant qu'acteur politique, quel doit être le comportement de l'Ivoirien pour revenir à ce fondamental? Bon, d'abord, c'est vrai que l'homme politique doit donner l'exemple. À partir du moment où l'exemple est mal donné, l'Ivoirien aussi va mal se comporter. L'homme politique doit faire attention. C'est celui qui doit le mieux se comporter, c'est celui qui doit montrer le plus grand respect à l'ordre, aux lois et à la discipline, à chaque fois. Et non pas le contraire. Il ne faut jamais oublier que l'acteur public est au service des populations et non pas les populations à son service. Et souvent, on l'oublie. C'est le peuple qui est souverain. Un ministre est un serviteur. Le terme étymologique de ministre, ça veut dire servir. C'est le premier serviteur. Donc, il doit vous rendre des comptes. Il est à votre service. Vous n'êtes pas au service du ministre. C'est le ministre qui est à votre service. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pas bien perçu souvent. Non, mais il y en a qui ne le savent pas. Mais il faudrait le leur rappeler. Et les journalistes que vous êtes aussi des objecteurs de conscience et rappeler cela. Quand on condamne ce qui s'est passé aux États-Unis, du coup, Trump a modifié son comportement et a reconnu sa défaite, alors qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à ce jour. En même temps, il l'a fait. Ça nous permet d'aborder le troisième point, qui est la démocratie. Nous allons parler de la démocratie que nous peinons véritablement au niveau de la Côte d'Ivoire à l'avoir. Oui. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de pays de la sous-région qui ont fait une bonne alternance et qui semblent vivre sur le chemin de la voie, sur la voie de la démocratie. J'ai envie de vous demander quels sont les indicateurs d'un pays démocratique. Quand il y a un véritable consensus sur les institutions qui nous gouvernent, elles ne sont pas remises en cause. Et on respecte ces institutions et tout le monde s'accorde pour accepter les décisions de ces institutions-là, sans contestation. Le pays qui a véritablement donné l'exemple dans la sous-région, c'est le Ghana. Il faut voir que par 2 fois, le Ghana a eu des élections très serrées. Et quand la décision de l'autorité suprême a dit c'est un tel qui est le vainqueur, tout le monde a accepté la décision. Un peu comme aux États-Unis il y a quelques années où la Cour suprême a décidé de qui était le vainqueur, ou bien en Allemagne. On oublie que entre Gerhard Schröder et Angela Merkel, la première élection a été difficile à déterminer. Et leur Cour suprême, ou l'équivalent, a décidé du vainqueur et tout le monde a accepté. Nous, nous avons un conseil constitutionnel qui... je ne sais même pas comment le déterminer moi-même. Qui est décrié par l'opposition. Nous avons une CEI qui est également décriée. Donc nous avons un problème. Le processus démocratique n'existe pas vraiment, parce qu'il faut satisfaire tout le monde. La plus infime des minorités doit être satisfaite.
et dire oui, nous sommes dans une vraie démocratie, nous respectons nos institutions. S'il y a un problème déjà sur l'acceptation des institutions, c'est que le processus démocratique n'est pas si parfait que cela. Mais avec ce tableau, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire peut se targuer d'être un pays démocratique? Pour moi, nous ne sommes pas dans une démocratie parfaite. Nous ne sommes pas dans une démocratie parfaite. Nous devons nous battre. Il y a des éléments de démocratie, mais qui sont encore insuffisants. Nous devons nous battre pour que la démocratie soit parfaite. Et à ce moment-là, vous savez que si vous vous présentez aux élections, si vous avez perdu, c'est que vous avez véritablement perdu. Il n'y a pas eu de manipulation quelque part. Vous n'avez pas de doute là-dessus. Et le justiciable sait que le système judiciaire est crédible et qu'il peut obtenir réparation s'il a un préjudice. Il y a tout ça. Hein. Ce n'est pas simplement le côté des hommes politiques, mais c'est l'ensemble de la vie sociale. Si vous n'avez pas confiance en votre police, en votre justice, eh bien, vous n'êtes pas dans un pays libre. La démocratie consacre la liberté. Il ne faut pas oublier cela. La démocratie consacre la liberté de penser, la liberté de mouvement, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion. Si vous ne pouvez pas faire un parti politique, c'est que vous n'êtes pas libre. Si vous ne pouvez pas exprimer une opinion, c'est que vous n'êtes pas libre. Et cela, c'est l'ensemble des institutions qui sont là. Est-ce que la séparation des pouvoirs aujourd'hui, qui n'est pas très concrète, pose ce problème à la démocratie? Écoutez, moi, quand j'ai entendu le Conseil constitutionnel éliminer un certain nombre de candidats, je me suis demandé des candidats qui avaient été acceptés quelques années avant, hein, comme candidats, et on se retrouve quelques années après, on les refuse. Sur quelle base? Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que nos institutions qui ne sont pas fortes ou bien les hommes qui les incarnent qui manquent de probité? Les deux. Les deux. Les deux. Monsieur le ministre, il ne faut pas penser que s'il se permet de faire certaines choses, ça veut dire que l'institution même n'est pas forte. Sinon, il ne se permettrait pas de faire certaines choses. Monsieur le ministre, avec les derniers événements qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a raté sa sortie? Elle avait l'occasion de s'inscrire comme un pays démocratique. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a raté? Oui, je pense que nous souhaitions tous avoir une vraie démocratie. En tout cas, ma génération, on s'est dit, dans les années 2000 seront les années de la démocratie ivoirienne. On sortait bien avant du parti unique et tout, mais c'était le processus de construction de la nation ivoirienne. Donc, tous les pays en phase de construction connaissent ces longues périodes de parti unique, de parti fondateur qui construit le pays et tout. Mais après un certain nombre d'années, vous avez un véritable processus démocratique qui s'instaure. Et malheureusement, nous ne l'avons pas encore en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on se batte pour l'avoir et l'offrir aux prochaines générations. C'est ça qui va véritablement faire la force de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut espérer qu'on pourrait avoir... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a en Côte d'Ivoire l'espoir, l'optimisme et la force. Le parti qui incarne le plus l'espoir, l'optimisme et la force de changement, c'est le PDCIRD. Une dernière question, monsieur le ministre, l'actualité aussi, c'est la sortie du président Pascal Affi-N'Guessan de prison. Le chef de l'État avait dit qu'il allait poser des gestes d'apaisement. Il y a quelques libérations. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui pour ramener la paix et la confiance, entre les Ivoiriens? Vous savez, pour ramener la paix et la confiance, il ne faudrait pas que nous ayons de prisonniers politiques. Il ne faudrait pas que nous ayons de prisonniers injustement incarcérés parce qu'ils ont une opinion politique qu'ils ont exprimée. Il ne faudrait pas que nous ayons des exilés politiques. Tout le monde doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont vous dire « Oui, mais nous n'avons pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, c'est des prisonniers de droit commun, ils ont fait ceci. » En attendant, il y a des acteurs politiques, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont en prison. Ça n'existe pas en Norvège. Ça n'existe pas en France, dans leurs opinions et tout. Il y a parfois des échauffourées et tout, mais aller jusqu'à emprisonner des députés, voire des personnes obligées de s'exiler, ça n'existe pas. La démocratie, c'est la liberté, je l'ai dit en premier. Et on peut avoir une Côte d'Ivoire tellement meilleure
faudrait que tous les prisonniers soient libérés, que tous les exilés rentrent, sans exception, et qu'ils rentrent librement. Il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne savent même pas pourquoi elles sont détenues. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, on disait, peut-être par anticipation de ce que ces personnes même allaient dire. Donc nous voulons et nous souhaitons vivre dans une vraie démocratie. C'est possible. Il faut vous dire que si nous restons dans un climat où on s'emprisonne, eh bien, on est dans un cercle vicieux qui va continuer à chaque fois. Un autre arrive demain et il fera la même chose. Et on ne va pas en sortir. À un moment donné, il faut qu'on dise stop. Et qu'on construise ensemble une vraie démocratie. Et la démocratie repose sur l'équité, la justice, sur des lois fortes. Beaucoup pensent que les démocraties sont des régimes faibles, où tout est permis. Non. Justement, ce sont les lois les plus fortes qui régissent les démocraties. Vous ne faites pas tout et n'importe quoi dans une démocratie. Il y a la loi qui est là pour vous permettre de faire ou de ne pas faire. Et si vous transgressez la loi, vous subissez le coup de la loi. Mais ça ne doit pas être fabriqué. Ça doit être connu d'avance. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que ça va commencer par la conquête du Parlement qui est le pouvoir législatif. Lorsque l'opposition va s'emparer de l'Assemblée nationale, nous allons pouvoir changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire et instaurer la démocratie que nous souhaitons tous, pour le plus grand bien des Ivoiriens. Merci, monsieur le ministre. Avant de terminer, nous allons demander votre mot de fin. Vous avez dit, construisons ensemble une vraie démocratie. Monsieur le ministre, quel est votre mot de fin? Eh bien, c'est la confiance. Moi, j'ai confiance en l'avenir et j'ai confiance aux Ivoiriens. Leur capacité de rebondir et de défendre leurs intérêts. Les jeunes que nous voyons arriver expriment plus fortement, avec beaucoup plus de franchise, leur opinion. C'est un processus qui est irréversible. Cette démocratie, elle va naître en Côte d'Ivoire. Elle va se consolider. Il faut qu'on l'accompagne. Il ne faut pas essayer de ramer à contresens. C'est un peu comme ceux qui s'opposaient à l'arbitrage vidéo pendant longtemps au football. On n'arrête pas le progrès. À un moment donné, il vous rattrape. Et la démocratie ivoirienne est en marche. Elle a démontré, en s'exprimant par rapport à tout ce que nous contestions dans le processus que nous avons vu pour les élections dernières. Eh bien, ça va continuer. Les Ivoiriens veulent plus de liberté, plus de démocratie, plus de développement et des acteurs politiques redevables qui doivent rendre des comptes. Eh bien, cette ère-là commence. Et comme je l'ai dit, il existe, ne croyez pas que c'est un combat qui est perdu, il existe une force de changement qui a l'enthousiasme, qui a l'énergie pour apporter ce changement-là. C'est le PDCI-RDA, soutenu par une plateforme d'opposition importante. Merci, monsieur le ministre. C'est la fin de notre première émission de l'année 2021. Merci, monsieur le secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande du PDCI-RDA, de vous être prêté à nos questions. Quant à vous, chers confrères du Nouveau Réveil de Dernière Heure Monde, Jérôme Ndri et Bertin Guessan, merci pour votre présence. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur PDCI TV. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Encore une fois, bonne année et Dieu nous garde. Bonsoir.